Merci à la Ligue de l'enseignement, monsieur le proviseur, à la librairie L'Herbe qui met à disposition cet ouvrage coécrit avec Régis Debray, à la Maïf, dont effectivement je suis adhérent de longue date. Non, effectivement, moi je suis avant tout un praticien. C'est vrai, j'ai été très longtemps responsable du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur pendant plus de 4 ans. J'avais été avant au cabinet de Jean-Pierre Chevènement où je me suis beaucoup occupé de l'islam et vous verrez pourquoi je ferai un développement particulier sur parce que je pense que c'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui en matière de laïcité, que le rapport au monde musulman et à l'islam. Et je suis aujourd'hui confronté à des problèmes de laïcité aussi, à la tête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puisque un des problèmes d'intégration, vous le savez, c'est bien évidemment la capacité que nous avons à faire comprendre aux nouveaux migrants, qu'ils soient migrants, je dirais, venant dans des conditions régulières ou demandeurs d'asile, hein, c'est-à-dire en attente d'un statut, et qui sont confrontés aux difficultés d'appréhender ce qu'est notre laïcité, qui est d'abord un cadre juridique. Parce que, bien évidemment, je commencerai par dire que on écrit beaucoup de choses, on essaye de faire beaucoup de choses autour de la laïcité, et vous en êtes l'exemple. Et en même temps, la notion continue à apparaître comme en crise, hein, et les débats publics, politiques, l'atteste tous les jours. Et en plus, vous êtes dans un département, si j'ose dire, où vous avez une forte personnalité, enfin en tout cas dont on dit que la Sarthe est son fief, et qui, sur ces sujets, alimente aussi et va alimenter sans doute les prochains débats politiques. Et au regard de cette crise, eh bien, on se pose tout le temps la question, comment définir la laïcité ? On a beaucoup de livres, d'écrits. Est-ce qu'il faut la prendre d'un point de vue philosophique ou pas ? Comment la mettre en œuvre ? Et puis après, on arrive aux questions pratiques. Qu'est-ce qu'elle autorise ? Qu'est-ce qu'elle autorise pas ? Et c'est la question posée par ce qu'est ou pas notre cadre juridique. Et bien évidemment, nous savons bien que le débat public aujourd'hui se polarise autour de l'islam. Et il se polarise d'autant plus autour de l'islam qu'on a perdu la mémoire, je dirais, de ce qu'a été le combat laïque. Et du fait que notre laïcité, elle est quand même née dans la douleur, et que d'une certaine manière, notre cadre juridique en garde les stigmates. Et on est ici dans un établissement d'enseignement, et je dirais que la crise contemporaine de la laïcité, elle est d'abord née de conflits internes au monde enseignant, autour du port du foulard en 1989. Et on avait là tous les ingrédients, l'école, le corps enseignant et la pratique de l'islam. Je pense que le problème contemporain de la laïcité, c'est bien évidemment, et vous l'avez évoqué un peu en introduction, c'est le problème de sa définition. Et c'est un problème qui est à la source de beaucoup de mésinterprétations, parce qu'il n'y a pas de définition juridique de la laïcité. Il peut y avoir différentes approches philosophiques, et nous avons, et je sais que vous avez reçu différentes personnalités qui ont des approches un peu différentes, Jean Bobéro, Henri Pénard-Ruiz, etc. Mais le problème majeur, c'est que on n'a pas de définition juridique précise, et même si notre Constitution et notre République est laïque depuis 1946, le contenu de cette laïcité ne relève d'aucune évidence. Et en pratique, et on le voit encore régulièrement, ce contenu est laissé à l'appréciation des tribunaux, en particulier le Conseil d'État. On l'a vu récemment sur les problèmes d'installation des crèches dans les mairies, mais pas simplement le Conseil d'État, les juridictions du travail, hein, et ça a été tout le débat qui a duré des années autour de la crèche Babilou, hein, et du droit pour un employeur de licencier un salarié qui porterait
qui porte la manifestation explicite de son appartenance religieuse. Est-ce que c'est une atteinte ou pas à la neutralité dans l'entreprise, dans son rapport aux usagers? La ministre du Travail est en train d'élaborer un guide de la laïcité en entreprise. C'est dire quand même que les choses continuent à être difficiles et on voit bien à travers les vocabulaires, et on l'a vu encore dans les débats qui ont agité la primaire de la droite. Est-ce qu'on parle de laïcité ouverte, pas ouverte? Un des candidats avait parlé d'accommodement raisonnable et les autres lui ont dit mais l'accommodement raisonnable, d'une certaine manière, qui en est le juge, et comment on met le curseur. Et donc, Émile Poulain, qui a été mon maître en matière de laïcité, expliquait tout le temps que, au fond, le premier problème, c'est justement qu'il n'y avait pas cette définition de la laïcité, que le terme ne figure pas dans la fameuse loi de 1905, dont on dit souvent qu'elle est la loi de la laïcité, mais le terme est absent. Cette loi qui organise la séparation entre les églises et l'État. Et en fait, le terme laïcité s'est forgé, et la Ligue de l'enseignement en a sa part, dans les débats autour de la notion de neutralité, de séparation entre l'Église et l'État. Et du reste, Jean Masset, qui est le fondateur, aurait préféré, plutôt que le terme de laïcité, le terme de non-sectaire, qui avait à ses yeux l'avantage d'être plus clair, en tout cas, d'éviter les procès en atteinte aux religieux, ou dire que la laïcité, c'est aller à l'encontre des religions, ou d'interdire, de vouloir une sorte de déconfessionnalisation pour tout le monde. Et en fait, on sait que c'est Ferdinand Buisson qui va proposer le terme et qui va devenir celui qu'on va utiliser pour expliquer qu'on veut une école laïque, une république laïque, etc. Je dirais que la meilleure manière, à mon sens, et pédagogique, puisqu'il y a ici des enseignants, pour définir ce qu'est la laïcité, c'est de dire qu'elle est l'inverse de la catholicité d'Ancien Régime. C'est-à-dire, elle est la volonté des révolutionnaires en 1789 de rompre avec une société complètement dominée par l'Église catholique. Et quand on dit complètement dominée par l'Église catholique, c'est-à-dire une Église qui domine l'espace social comme le cadre juridique, et où, dès lors qu'on veut rompre dans l'espace public avec cette vérité de l'Église, on dit qu'on ne la reconnaît pas, on risque la mort. Et c'est la fameuse affaire du chevalier de la Barre, et des écrits de Voltaire, puisqu'on accuse le chevalier de la Barre d'avoir profané une statue du Christ dans l'espace public. Et donc, c'est important de rappeler cela, parce que je crois que les actes posés par la Révolution française sont d'abord des actes juridiques, bien évidemment. Il y a le travail des Lumières avant, pour commencer à casser cette prétention de l'Église catholique à vouloir dominer l'espace social et l'espace juridique. Le premier acte, à mon sens fondateur, c'est d'avoir découplé l'identité religieuse du fait d'être porteur de l'ensemble de ses droits. C'est la pleine citoyenneté reconnue aux Juifs de France. Pleine citoyenneté, ça veut dire qu'on vous assigne ou pas, ou que vous revendiquiez ou pas d'une identité religieuse, vous êtes porteur de l'intégralité de vos droits, vous êtes pleinement citoyen. Et le deuxième acte, qui est à mon sens toujours fondateur, c'est la laïcisation de l'état civil, qui n'est pas simplement le fait d'avoir fait transiter les registres des mémoires des familles, des paroisses tenues par les curés, vers les communes. C'est aussi un changement du geste, puisque ce qu'enregistrait l'Église, c'était des sacrements, le baptême, le mariage, et c'était aussi le fait que, une fois qu'on était baptisé, on ne pouvait pas échapper à l'Église, même dans la mort. Et ce qu'on va faire et ce qu'on continue à faire en allant à l'état civil, c'est une démarche qui nous est propre, puisqu'on déclare
on reconnaît un enfant, on dit celui-là est le mien, on manifeste sa volonté de contracter un lien juridique avec un conjoint ou une conjointe, hein, et je crois que c'est la première manifestation de cette mise à l'écart violente, hein, pour l'Église de la religion dans la vie quotidienne des personnes. Et tout le mouvement juridique du XIXe siècle va avoir comme ambition d'écarter, et en particulier d'écarter l'Église catholique de sa prétention à avoir une place singulière dans l'espace public. Et la loi de 1905, en ce sens-là, n'est en réalité que l'aboutissement de ce phénomène, de ce mouvement juridique, et avec un nouveau départ sur lequel je reviendrai, qui n'a pas été tout de suite compris par l'Église catholique. Et nous avons perdu la mémoire de cet affrontement matériel, symbolique, matériel, juridique. Hein, et je pense que si on l'avait collectivement, d'une certaine manière, ou si on arrivait à la faire partager, on verrait que les débats qu'on a autour de l'islam sont d'une intensité beaucoup moindre, hein, que les débats que nous avons. Parmi les gestes symboliques que je voudrais rappeler et qui ont un sens particulier quand on est dans un établissement scolaire, parce que l'école a été le lieu d'affrontement principal du rapport de force entre les républicains et l'Église, on peut citer quand même l'exclusion des personnalités ecclésiastiques du Conseil supérieur de l'instruction publique et des conseils académiques en 1880, la loi restreignant les libertés de l'enseignement supérieur privé, aussi en 1880. Hein. Il y a des lois de la fin du XIXe siècle sur lesquelles on va revenir dans un processus d'apaisement, mais qui était pour l'Église d'une extrême violence. La suppression, fonctionnaire excepté, du repos dominical, hein, en 1880, qui sera rétabli en 1906 après la catastrophe de Fourrière, mais non pas sous la dénomination repos dominical, mais repos hebdomadaire, ce qui n'est pas exactement la même chose sur le plan symbolique. La suppression des prières publiques à la rentrée des chambres, hein, en 1884. Hein. C'est-à-dire que les parlementaires commençaient les sessions avec une prière. Hein. La messe du Saint-Esprit à la rentrée des cours des tribunaux. Les magistrats étaient tenus d'être présents. Hein. Présence obligatoire des magistrats en 1900. Bien évidemment, la loi rétablissant le divorce, 1884. La laïcisation de l'église Sainte-Geneviève, 1885. Hein, Sainte-Geneviève, c'est le Panthéon. Hein. Et puis, la volonté qui rejoint ce que je disais sur l'état civil, sur le plan juridique, de faire en sorte que l'Église ne s'approprie pas les libres penseurs dans leur mort. Hein, et c'est toutes les lois, hein, qui est celle du respect de la volonté du défunt, 1887, de la liberté des funérailles en même temps, et puis la fin du monopole pour les fabriques religieuses en matière d'inhumation, 1904. On va même beaucoup plus loin encore, puisque sur le plan à la fois symbolique et même de la violence, à une époque où la guerre n'est pas simplement de l'ordre de la rhétorique, on va obliger les ecclésiastiques à faire leur service militaire, hein, ce qu'ils ne faisaient pas. Hein. Et puis, dans la défiance du patriotisme des catholiques, hein, puisqu'elle existait très forte, hein, on va interdire aux militaires de fréquenter les cercles catholiques. Hein, vous imaginez, du point de vue de la liberté individuelle, ce que ça veut dire. Hein, 1904, on leur dit, ouais, voilà, hein, vous ne pouvez plus. Et il y a un affrontement autour avec le ministre de la guerre de l'époque, qui est un intransigeant sur les questions du rapport à l'Église, qui va même jusqu'à ficher les militaires catholiques. Hein, voilà.
bien évidemment, on va aussi enlever les crucifix dans les tribunaux, et là encore, c'est en 1904. Je disais que le cœur de l'affrontement matériel, symbolique, violent, c'est l'école. Hein. Et vous avez tous, enfin pour ceux qui sont enseignants, en tête le fait que la loi Goblet, en 1886, exclut les congréganistes de l'enseignement public. Leurs regroupements sont interdits. Mais exclure les congréganistes et interdire leur regroupement, on l'a complètement oublié, mais ça oblige des milliers de congréganistes à s'exiler de France, à partir, parce qu'ils perdent leur métier, ils perdent leurs moyens de subsistance. L'interdiction d'enseigner pour l'enseignement dans l'enseignement secondaire, qui va être même laissé à l'appréciation du ministre de l'Éducation nationale et qui va perdurer pour les ecclésiastiques plus longtemps que l'interdiction qui sera faite à un moment donné aux militants communistes de passer les concours de la haute fonction publique. Haute fonction publique, on arrête de poursuivre les militants communistes en 1954, on arrête l'interdiction pour les ecclésiastiques de concourir à l'agrégation en 1972. On voit bien les choses. Et puis, l'interdiction des congrégations, les jésuites, 1880. Mais, par exemple, les abstentionnistes, qui sont propriétaires du quotidien La Croix, de Bayard, ne sont pas toujours une congrégation reconnue. Et donc, on est dans un flou juridique, et du reste, qu'on n'a pas intérêt à clarifier, parce que ça poserait des problèmes divers, financiers et autres, puisque c'est en réalité un groupe de presse dont les propriétaires sont les abstentionnistes individuellement, en tant que dans une congrégation qui n'est pas reconnue en France, mais dont le siège est à Rome. Et quand par exemple, on a des débats sur l'argent de l'étranger par rapport au culte, les clarifications qu'on serait obligé de faire pour un culte auraient des répercussions sur un autre culte. C'est pour ça que je disais que non seulement on a perdu la mémoire de ces affrontements, mais il en reste encore aujourd'hui des stigmates de ces affrontements. Alors la loi de 1905, c'est bien évidemment un nouveau, à la fois un aboutissement et un nouveau départ. Aboutissement, puisqu'à un moment donné, on est dans une crise de ménage tellement forte qu'il faut bien divorcer. Puisque c'est ça qui est la loi de la séparation. C'est un divorce. Un divorce dans lequel chacune des parties va essayer de... D'abord, un divorce, je dirais, vieille époque où il n'y a pas de consentement mutuel, puisque c'est unilatéralement l'Église qui se retrouve obligée d'accepter ce que va voter le Parlement, ce qu'elle ne va pas faire d'emblée, tout de suite, et où la partie qui introduit le divorce va essayer de voir comment elle aménage tout ça. Et que vont dire les républicains, Aristide Briand, Jaurès, c'est que on va laisser à la partie avec laquelle on se sépare la liberté totale d'auto-organisation. Et c'est fondamentalement ça qui se fait pour l'Église, c'est-à-dire qu'on lui dit vous vous organisez comme vous l'entendez et l'État ne va plus s'immiscer dans votre organisation interne, puisque le régime des cultes reconnus, c'était un régime pas simplement qui faisait que les cultes, et en particulier l'Église catholique, avaient une place singulière au sein de l'État, mais c'était aussi un régime où l'État contrôlait étroitement l'organisation interne de ces cultes. Et c'est encore le régime qui existe en Alsace-Moselle. Et quand j'étais chef du bureau central des cultes, la nomination d'un évêque à Strasbourg est une opération juridique complexe et politique complexe, puisque le pape ne peut pas nommer l'évêque de Strasbourg si les autorités françaises n'ont pas de manière, pas officielle, mais réelle, par des canaux diplomatiques qui ne sont pas rendus publics, donné son accord sur la nomination de l'évêque. Et la publication
de la nomination de cet évêque doit être faite de manière concomitante au journal officiel et au journal officiel du Vatican, hein, l'Observatoire romain. Hein, et il y a tout un jeu d'écriture pour que vraiment ça paraisse le même jour. Et si ça ne paraît pas le même jour, ça pourrait faire un incident diplomatique. Donc on donne la liberté d'organisation au culte, et en particulier à l'Église catholique, et en même temps, la République dit qu'elle garantit pour chacun la liberté de conscience, et en particulier, là où les personnes sont dans des situations où elles ne peuvent pas accéder à leur culte, hein, pour des raisons soit disciplinaires, la prison, soit médicale, l'hôpital, soit d'organisation interne des institutions, c'est l'école quand il y a des internats ou l'armée, où là, la République garantit à chacun la liberté de conscience et la liberté d'accéder à un culte, donc déroge à la règle qui est tout le temps citée quand on parle de la loi de 1905, hein, on ne finance aucun culte, à l'exception des services d'aumônerie. En réalité, il y a d'autres types d'exceptions qui vont être mis en place après 1905, hein, justement dans la volonté de maintenir pour tout un chacun la liberté de conscience à égal traitement pour tous les cultes. Et c'est là où on arrive à une situation qui est aujourd'hui un peu paradoxale et qui est la crise de la laïcité publique confrontée aux pratiques de l'islam. Puisqu'en fait, ce qui alimente aujourd'hui notre crise laïque, hein, il faut dire les choses, il faut parler très franchement, c'est essentiellement la manière dont la pratique de l'islam s'insère ou ne s'insère pas dans notre cadre juridique. Et remet en cause les compromis sociétaux stabilisés au fil du temps. Et je dirais que une des premières difficultés que nous avons, c'est le fait que quand on a fait la loi de séparation, ou quand on a combattu l'Église catholique, hein, quand je dis on, les républicains, hein, je mets dans l'eau, on combattait quelque chose d'une certaine manière, dont on avait l'adresse, qui était une institution qui était en vis-à-vis de l'État. Et la séparation est une séparation entre deux institutions. La première difficulté que nous avons, c'est que notre cadre juridique, la laïcité, notre cadre de compromis, suppose un interlocuteur, hein, avec lequel on dialogue, ou avec lequel on a le sentiment que quand il parle, il engage quelque chose. Il engage une parole de ceux qui croient en cette institution, une parole des croyants. Et la première difficulté, qui est celle que les pouvoirs publics essayent de résoudre depuis maintenant des décennies, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une organisation du culte musulman. Alors, cette difficulté, je crois que c'est une fausse idée de penser qu'elle est liée au fait que les musulmans en France sont essentiellement des musulmans sunnites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, contrairement aux chiites, une hiérarchie interne. Hein, et je dis cela parce que d'autres cultes n'ont pas de hiérarchie et ont réussi à trouver des modes d'organisation et donc de dialogue avec l'État qui font que les rapports sont stabilisés. C'est le protestantisme. Les protestants n'ont pas de hiérarchie. Les évangéliques, par exemple, ont monté une coordination nationale des évangéliques, ou sont partis dans la fédération protestante, et la fédération protestante est née en 1905, justement dans le processus de séparation, pour être un interlocuteur avec l'État. Et donc, on a cette difficulté pour résoudre les questions, et quand je dis que les pouvoirs publics, depuis des décennies, essayent de le faire, on connaît toutes les étapes. La première, c'est Pierre Jox, hein, au moment de l'affaire du foulard, justement, 89, hein, Creil, vous avez tous ça en tête, en tout cas pour les enseignants, puisque en plus c'était un proviseur qui après fera une éphémère mais réelle carrière politique, puisqu'il sera député de Creil après. Hein. Donc Pierre Jox essaye de résoudre le problème de la représentation de l'islam de France d'une manière qui ne va pas
aboutir, puisqu'il choisit des personnalités musulmanes et il dit, voilà, vous allez constituer ensemble un conseil représentatif de l'islam de France, hein, et puis vous allez, on va discuter ensemble pour régler des problèmes comme le halal, le développement des lieux de culte, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, deux choses, parce que c'est très difficile de faire admettre à une communauté quelconque que c'est le ministère de l'Intérieur qui choisit ses représentants. C'est quand même une limite. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une alternance politique et que le choix qui va être fait par Charles Pasqua, nouveau ministre de l'Intérieur, c'est à la fois de casser ce qu'ont fait ses prédécesseurs, c'est une logique qu'on connaît bien, et de choisir la Grande Mosquée de Paris comme interlocuteur et à travers elle de décider que l'islam de France doit se faire autour de la représentation des musulmans d'origine algérienne. Jean-Pierre Chevènement, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, va reprendre l'intégralité du dossier. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à m'occuper de ces questions, puisque j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement en 1997. Et Jean-Pierre Chevènement reprend le dossier en étant inspiré de Jacques Berck. Jacques Berck, le grand islamologue né en Algérie, qui était aussi un de ses compagnons politiques, hein, même un peu plus, puisqu'il il était plus âgé, je dirais, une de ses références. Et avec Jacques Berck, Jean-Pierre Chevènement a l'idée que la France est un pays, je vais dire presque musulman, au sens où on vit avec l'islam depuis très longtemps, il y a beaucoup de musulmans en France, et que donc on pourrait, à partir de la France, organiser un islam des Lumières. C'était ça que leur idée, c'est-à-dire qu'on arrive à insuffler quelque chose qui, à partir de la foi, puisse relancer l'idée de la réforme au sein du monde musulman, qui est au sein de la pensée musulmane, qui est quelque chose qui avait déjà irrigué certains courants de l'islam au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et donc, il va lancer une consultation en partant de cette idée qu'il faut, pour arriver à stabiliser quelque chose, partir des fidèles et donc partir des mosquées. Et il va faire ce qu'on va appeler la consultation, qui va durer 2 ans, avec des réunions régulières, avec des représentants de mosquées, grandes mosquées, petites mosquées, des personnalités qui représentent des courants au sein de l'islam, ou qui représentent aussi des pays d'origine, puisque l'appartenance communautaire se double d'une appartenance communautaire religieuse, se double d'une appartenance à une origine géographique. Donc les Algériens, les Marocains, etc. Ça va aboutir, après de longues discussions, à une charte qui va s'appeler les principes et fondements juridiques régissant les relations entre la République et le culte musulman. Charte qui rappelle les règles générales de la laïcité telles qu'on les connaît, qui va avoir un point, mais pour ceux qui s'en souviennent, de discussion important, qui était la référence explicite ou non au droit de changer de religion. Et qui va aboutir avec une formule qui va être la référence à la Charte européenne des droits de l'homme, qui est une référence qui inclut le droit pour chacun de changer de religion, et qui était à l'époque le compromis trouvé avec les responsables musulmans pour que les choses n'apparaissent pas pour eux, à la fois pour certains désobligeantes et pour d'autres quelque chose de trop je dirais, en contradiction avec une partie de la pensée des fidèles. Mais cette absence d'interlocuteur, elle continue à peser encore aujourd'hui dans les débats que nous avons. Et pourquoi il pèse ? Je pense que c'est parce que on a une situation qui, du point de vue de ceux qui regardent le culte musulman de l'extérieur, n'est pas compréhensible.
pas compréhensible au sens où, d'un côté, on a une amélioration réelle de la situation des fidèles. L'amélioration réelle, c'est d'abord le développement des salles de prière et des lieux de culte. Au moment où on lance le Conseil français du culte musulman, il y a en France à peu près 1500 mosquées et salles de prière. Aujourd'hui, on est à 2700. 1997, 2016, on voit qu'il y a une amélioration de la situation du culte musulman, amélioration qui est liée à l'utilisation de toutes les dispositions juridiques qui ont été en particulier mises en place après 1905 pour aider les cultes à construire le lieu de culte, et en particulier pour aider l'Église catholique à construire des églises dans les zones urbaines. C'est par exemple ce qu'on appelle les baux amphithéotiques, qui sont l'attribution de terrains quasi gratuits à un lieu de culte, à une association culturelle pour édifier un lieu de culte. C'est une pratique qui a été d'abord initiée pour l'Église catholique et qui va très largement bénéficier au culte musulman, qui est le culte qui, depuis ces 20 dernières années, a eu le dynamisme immobilier le plus fort. Ça se voit, ça s'inscrit dans le paysage. La situation aussi s'est améliorée dans un certain nombre d'institutions. Je parlais des aumôneries militaires. On est aujourd'hui le seul pays d'Europe occidentale, d'Europe même, à avoir une aumônerie militaire musulmane au sein des armées qui est l'équivalent des autres services d'aumônerie, c'est-à-dire qui n'est pas sous l'autorité hiérarchique d'un aumônier chrétien, puisque dans les autres pays, on a des aumôniers musulmans, mais qui sont sous l'autorité hiérarchique d'un aumônier chrétien. On pourrait rajouter d'autres choses, le développement du halal dans des lieux comme les hôpitaux, naturellement les prisons, l'armée. C'est aussi Jean-Pierre Chevènement qui va mettre en place, quand il est... mais avant la création du Conseil français du culte musulman, quand il est ministre de la Défense en 1989, les barquettes halal au sein des armées. Et donc, je disais que la situation peut paraître paradoxale aux yeux du public, parce que, bien évidemment, l'islam s'inscrit dans le paysage, et en même temps, il y a à la fois des tensions récurrentes et la manifestation dans des secteurs des communautés de croyants musulmanes du sentiment qu'ils ne sont pas traités à l'égal des autres. Et donc, je crois que cette difficulté, elle vient à la fois du fait qu'il n'y a pas de représentation qui puisse expliquer ce qui se fait et comment réellement les choses s'améliorent. Et puis, on a un deuxième problème qui est lié à la pratique de l'islam, mais qui est l'involution du monde musulman, et qui se réfracte sur la situation présente. Et tout à l'heure, en introduction, on parlait de l'état de la laïcité. On sait bien qu'à travers le monde, la laïcité est en régression. Et elle est particulièrement en régression dans le monde arabo-musulman. Je dirais que le dernier pays, entre guillemets, de cette régression, c'est la Turquie, qui était la référence laïque d'une laïcité qui est un peu particulière, mais au moins qui était celle-là. Mais pour un monde qui nous est beaucoup plus proche que le monde turc, la régression de l'autre côté de la Méditerranée qui donne ce sentiment d'une involution possible et dont on ne connaît pas jusqu'où cette dynamique d'involution peut aller, et qu'on voit tous les jours à travers les informations, puisque la caractéristique aujourd'hui du monde arabo-musulman, c'est celle d'un monde où les diversités sont éradiquées. Peuvent être éradiquées de manière, je dirais, presque soft, mais
c'est la disparition des diversités chrétiennes dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie, enfin, la disparition des communautés juives, etc. Et puis éradiquée de manière violente, puisque le monde arabo-musulman est le monde des génocides aujourd'hui. C'est le génocide des Yézidis, on ne peut pas utiliser d'autres mots, et c'est la disparition, je dirais, quasi tragique du point de vue de l'histoire, notre histoire culturelle, humaine, etc., des chrétiens d'Orient, qui, dans des pays comme l'Irak, comme la Syrie, sont dans des situations extrêmement difficiles, dans les endroits où ils étaient implantés depuis des millénaires. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, cette involution, elle n'arrive pas à être contrebalancée ici, du point de vue de la crainte qu'elle suscite, par justement l'existence d'un interlocuteur, d'une parole qui puisse à la fois rassurer la société française et qui puisse guider, je dirais, les fidèles musulmans qui, dans leur grande majorité, pratiquent de manière paisible leur foi, mais qui sont aujourd'hui dépassés, et de plus en plus dans certains quartiers, par des courants littéralistes qui sont, comme dans un orchestre, un peu la grosse caisse, qui finit par écraser le son des autres instruments. Et c'est le problème du développement des salafistes dans certains quartiers, des reculs de la mixité au sens du vivre ensemble, enfin, je veux dire, et du rapport homme-femme que cela met en cause. J'étais interrogé encore ce matin sur ce reportage qui est passé à France 2, je crois, hier ou avant-hier, sur ces cafés en Seine-Saint-Denis où les femmes sont exclues. Et comme je l'expliquais, il y a toujours eu des cafés d'hommes, mais le fait que ces hommes estiment avoir suffisamment d'assurance pour mettre ces femmes dehors, on sent bien qu'on passe à autre chose. Et puis, on a la multiplication de conflits qui sont portés par des courants minoritaires, mais qui impactent le fonctionnement d'institutions diverses. Bien évidemment, on l'a vu au sein de l'école avant la loi de 2004, mais on le voit aujourd'hui, par exemple, au sein des entreprises. C'est pour ça que le ministère du Travail veut sortir un guide de la laïcité, c'est-à-dire le fait que on s'introduise dans les différents espaces sociaux des conflictualités dont on sait que leur dynamique est quelque chose qui, une fois qu'elles sont enclenchées, sont difficilement maîtrisables. Dit de manière peut-être un peu plus laïque ou vernaculaire, au sein des entreprises, le conflit entre salariés et patrons était quand même porteur d'une dynamique de progrès. Le conflit entre salariés autour de savoir s'il faut transformer ou pas un réfectoire ou un local collectif en salle de prière, ça ouvre des dynamiques qui sont, du point de vue des salariés, extrêmement, je dirais, rétrogrades, parce que on est là sur à la fois de l'affrontement idéologique et puis après de l'affrontement qui peut dépasser l'idéologie et qui peut arriver à des choses extrêmement violentes. Et notre pays, d'une certaine manière, craint d'autant plus ça qu'historiquement, à chaque fois que notre cohésion nationale a été mise en cause de manière extrêmement forte, elle l'a été autour de la question religieuse. C'est l'affrontement entre catholiques et protestants, c'est la question de la constitution civile du clergé, c'est l'affaire Dreyfus, et c'est aussi, d'une certaine manière, Vichy et le statut des Juifs. Et donc, à chaque fois que la République a été particulièrement en crise, on sait qu'il y avait dans cette crise un rapport religieux qui était soit sous-jacent, soit extrêmement intense. Et donc,
cette inquiétude vis-à-vis de l'islam, elle est à la fois donc confortée par des pratiques qu'on peut trouver ici, et puis par cette vision qui est en permanence réfractée par les moyens de communication, d'un monde qui est en régression du point de vue de la laïcité, en régression du point de vue des rapports aux autres, et qui, de temps en temps, arrive même à projeter sa régression jusqu'ici. Soit parce qu'il arrive à attirer comme un soleil noir, malheureusement, des jeunes, des moins jeunes, vers une idéologie mortifère, soit qu'il fait venir des guerriers de la mort qui viennent jusqu'ici pour répandre le sang. Et ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray est, de ce point de vue-là, une rupture symbolique aussi extrêmement forte qui impacte tout le monde, et on le sent bien. L'idée de tuer un prêtre au nom d'une autre conception religieuse de Dieu, dans un lieu de culte, on n'a pas fait ça depuis les guerres de religion. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas tué des prêtres entre les guerres de religion et maintenant. On en a tué pendant la Révolution française, mais pour d'autres raisons. On en a tué pendant la Seconde Guerre mondiale, pour d'autres raisons. Mais pas comme ça, et pas pour une autre conception de Dieu. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui percute notre mémoire collective, parce que si elle n'est pas tout le temps, je dirais, explicite comme mémoire, eh bien, à un moment donné, les choses sont réactivées, parce que on a tous appris à l'école, à un moment donné, ce que c'était que les guerres de religion, Henri IV, la poule au pot, Paris vaut bien une messe, etc. Enfin, je veux dire, on est tous baignés collectivement là-dedans. Alors, dans ce paysage, bien évidemment, nous avons commis des fautes qu'aujourd'hui, on a du mal à réparer. La faute fondamentale, et qui explique aussi le fait qu'on a du mal à stabiliser une représentation du culte musulman en France, c'est qu'on n'a pas appliqué la loi de 1905 dans les colonies, et en particulier en Algérie. Non seulement on n'a pas appliqué la loi de 1905, mais on a tenu à garder un contrôle sur le culte musulman qui était intégré de fait au régime concordataire, puisque les imams en Algérie étaient payés par le ministre de l'Intérieur. Pendant les débats, à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre nationalistes algériens ou indépendantistes algériens et les autorités françaises, des nationalistes algériens demandent l'application de la loi de 1905, c'est-à-dire l'autonomie rendue au culte musulman. C'est le cas, par exemple, de gens comme Messali Hadj. Non seulement on ne le fait pas, mais de manière un peu tragique, pour nous aujourd'hui, enfin tragique, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est une des difficultés, nous allons laisser en héritage au nouveau pouvoir algérien cette tradition du contrôle du culte. Et l'État algérien est un État qui aujourd'hui contrôle directement l'islam dans un régime qui n'est pas un régime de séparation et qui, au fil du temps, va même accentuer la pression du religieux sur l'ensemble de la vie sociale. Et c'est la transformation du Code de la famille au début des années 80 qui réintroduit des règles que le FLN n'avait pas mis en place dès le départ, au moment de l'indépendance. Et donc, cette tradition du contrôle, on va accepter qu'elle se mette en œuvre aussi ici dans les diasporas. Et c'est ce qu'on appelle le développement de l'islam consulaire. Une des difficultés que nous avons, et je parlais tout à l'heure, quand je faisais le paysage de ce qu'est l'islam en France, du problème des identités nationales, cet islam consulaire, il a commencé à travers le dévoiement d'un mécanisme qui se développait au sein de l'éducation nationale, c'était les ELCO, les enseignants en langue et culture d'origine. Les enseignants en langue et culture d'origine venant d'Algérie
ne faisait pas que de la langue et de la culture d'origine. Il faisait aussi de la religion. Et on va clarifier la situation au début des années 2000, justement avec Jean-Pierre Chevènement, en passant un accord pour que les ELCO, pour qu'on fasse une différence entre les ELCO et les imams. Hein, et on va faire venir dans des contingents spécifiques les imams algériens qui vont irriguer les mosquées algériennes. Ce qu'on a donné aux Algériens, les Marocains vont le demander. Hein, et les Turcs vont aussi le demander. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un paysage où, au moment où on essayait d'instituer un islam de France, on a donné la capacité aux autorités de ces pays d'encadrer ou d'avoir une influence sur les fidèles à partir d'une influence sur les principales mosquées en termes de surface de France, puisque par exemple la grande mosquée de Paris, qui est la référence tout le temps, est une mosquée qui vit des autorités algériennes dans son fonctionnement et qui a en son sein des imams qui sont payés par l'Algérie, qui sont des fonctionnaires algériens. On l'a fait aussi avec les Turcs, et une des difficultés que nous avons en termes d'intégration, c'est souvent des personnes issues de la communauté turque, en particulier les jeunes filles turques. Hein, on vient de le voir encore quand on regarde l'étude trajectoire et origine sur les problèmes spécifiques des filles d'origine turque qui réussissent moins scolairement que les autres filles issues de familles migrantes, hein, dans une situation paradoxale, puisque toutes les autres filles réussissent mieux que les garçons, et le seul endroit où la réussite scolaire est inférieure aux garçons, ce sont chez les filles turques. Et tout ça est la résultante d'un durcissement communautaire dont un des aspects est la capacité de contrôle de l'État turc sur les communautés, contrôle qui se fait à travers, entre autres, ces fonctionnaires de la direction des cultes turcs, hein, la Diyanet, qui viennent ici et qui ont un poids important avec le Miligorüç sur les communautés turques. Et donc, on est dans cette situation difficile où, en même temps qu'on essaye, parce qu'on sent bien qu'on en a besoin, d'instituer une représentation de l'islam de France, on est confronté à un héritage historique qu'on a fait perdurer, hein, dans une volonté qui est compréhensible, qui était de dire les gens qui croient, ils ont besoin de ministres du culte pour guider la prière. Enfin, vous voyez bien que tout ça partait de bons sentiments, mais qui aujourd'hui nous amène dans une situation un peu en cul-de-sac. Voilà, hein, pour dire les choses très simplement, et les dix gouvernements successifs, encore le ministre de l'Intérieur précédent, M. Cazeneuve, a remis en place une instance de dialogue pour essayer de remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et puis on va essayer de sortir des difficultés, en particulier essayer de mettre en place des mécanismes pour faire baisser la tension, les craintes autour du monde musulman, de la pratique de l'islam. Et on va être obligé pour contourner les affrontements internes au monde musulman, de chercher une personnalité laïque, hein, Jean-Pierre Chevènement, pour diriger une fondation de l'islam de France, ce qui peut apparaître paradoxal, mais ce n'est paradoxal que parce qu'on n'a pas une claire vision de ce qui se passe à l'intérieur du monde musulman. Et cette désignation a suscité beaucoup de critiques, mais la critique principale, je crois, elle devrait être en direction des responsables musulmans, en disant, ben voilà, aucun autre culte n'a besoin d'un étayage à ce point-là, hein, venant de l'extérieur de votre sphère. Hein. La Fédération protestante de France, son président n'est pas désigné
par le président de la République, de fait, comme l'a été l'actuel président de la Fondation de l'Islam de France, qui est Jean-Pierre Chevènement. Et donc, on essaye d'étayer, on essaye de sortir de la difficulté, mais la dernière difficulté qui nous reste, c'est que pendant très longtemps, le combat laïque, il a été mené essentiellement par des femmes et des hommes qui étaient dans des associations laïques et qui étaient sur le terrain. Hein, la Ligue de l'enseignement, bien sûr, mais globalement, tout ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, hein, qui était là et qui était porteur d'une autre conception du monde, d'un autre rapport entre les hommes et les femmes. Et ce tissu, il intégrait, il participait de l'intégration des nouveaux venus, il participait de l'idée que les hommes peuvent prendre leur destin en main, il peut y avoir un espace de la raison dans lequel on peut échanger, décider, et que les lois que l'on se vote, eh bien, pour la vie quotidienne ou pour la vie ici, sont supérieures ou doivent être acceptées par tout un chacun, indépendamment de la manière dont tout un chacun peut interpréter sa loi religieuse. Hein. Bon. Et ce tissu-là, en disparaissant, il a malheureusement, dans certains endroits, laissé la place à un autre tissu qui est porteur, qui est porté par des militants, mais qui sont animés par autre chose. Hein, et c'est ça la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et dès lors qu'il a disparu aussi parce que les entreprises ont disparu, parce que les identités laïques, pour certaines, ont été porteuses d'erreurs telles qu'elles ont du mal à se refonder. Hein, et vous êtes dans une ville où un maire, pendant très longtemps, a essayé de refonder quelque chose. Hein, Jarry, hein, qui disait qu'il était refondateur communiste. Hein, bon, et on voit bien ces difficultés, les difficultés dont nous héritons. Mais du coup, ces militants, portés aussi par quelque chose qui vient de loin, hein, qui vient comme force, comme dynamique, eh bien, ils arrivent à attirer et ils arrivent à marquer de nouveau l'espace social de leur empreinte. Et je terminerai par là. La crise vis-à-vis de l'islam, elle est en rapport avec justement le fait que notre mémoire collective, peu ou prou, elle a en tête ce monde de la catholicité où il y avait une police des cultes, où par exemple pendant le carême on ne pouvait pas exposer de la viande pour la vente, où la police des cultes fermait les gargotes. Hein, on parle du problème des cafés en Seine-Saint-Denis, mais fermer les gargotes parce que pour certaines fêtes religieuses, on n'avait pas le droit de boire. Hein, et donc c'est ce monde-là avec lequel on a rompu et qu'on a réussi dans un mouvement de sécularisation à mettre à l'écart avec un combat de plus d'un siècle, eh bien, le sentiment qui existe par endroits, c'est qu'il rejaillit à travers la pratique de certains groupes qui veulent de nouveau marquer de leur empreinte l'espace social, l'espace de la rue, hein, et de manière plus grande encore que la simple présence de lieux de culte, hein, qui sont une présence légitime. On ne peut pas comprendre la crise du foulard si on n'a pas ça en tête. Le développement du foulard, hein, est un développement qui se fait au moment où, dans nos pays, les femmes progressivement abandonnent le foulard, en même temps qu'elles ont le droit d'avoir un compte en banque à elles toutes seules quand elles sont mariées, d'avoir une activité en propre, etc. Hein, quand on voit les films des années 50 et 60, on voit des actrices qui portent un foulard dans la rue. Hein, bon. Et c'est au moment où il y a cet abandon de cette pratique vestimentaire qui est concomitant à l'évolution des lois sur le divorce, à l'évolution au fait qu'on va donner l'indépendance totale aux femmes, qu'on a de nouveau le développement de cette pratique vestimentaire qui est en lien direct avec des pays où les droits des femmes
ont immédiatement régressé sur le plan juridique et pratique, hein, dans un mouvement qui est inverse d'une autre. Hein. Il y a sur YouTube une vidéo qui circule où on voit Nasser, je ne sais pas si vous l'avez vu, parler à une assemblée, alors essentiellement d'hommes, enfin il y a quelques femmes, mais qui dit qu'il a rencontré le leader des frères musulmans et que le leader des frères musulmans lui a dit, bah voilà, si on veut passer un compromis, d'abord, il faut que les filles soient de nouveau, les femmes soient de nouveau voilées. Et il fait rire l'assistance en disant, mais c'est pas, enfin, vous voyez à quel point ce type est archaïque, régressif. Il veut que les Égyptiennes soient voilées, c'est ça qu'il dit. Et à ce moment-là, la salle s'esclaffe. Et il dit qu'il a demandé au leader des frères musulmans si ses filles à lui étaient voilées, puisqu'elles vont à l'université. Hein, et il répond non, elles ne peuvent pas, puisque la pression des juifs fait qu'on ne peut pas être voilé à l'université, enfin, où ça ne se fait pas. Et il dit à la salle, regardez, ce type veut nous imposer le voile aux frères musulmans, il n'est même pas capable de l'imposer à ses filles. Hein, voilà. Et on voit bien la régression. Et le problème du signe du voile, c'est cela, hein, c'est qu'il est le signe politique d'une régression. Il n'est pas sûr qu'on puisse régler l'ensemble des problèmes politiques par du droit. Hein, c'est pour ça que je crois que je fais ce détour par le problème du mouvement ouvrier, de ce que c'est que de porter la laïcité et de l'existence qu'il y avait d'un mouvement d'en bas, parce que je pense que tout ne peut pas se résoudre par le droit. On ne peut pas réglementer l'ensemble des comportements humains dans l'espace public par du droit. Hein, parce qu'on transforme fondamentalement la société. Mais en même temps, on ne peut pas sous-estimer la symbolique et le marquage de l'espace social que constituent ces signes. Hein, et qui, dans certains quartiers, pour des raisons parfois même indépendantes des entrepreneurs qui le font, se marquent par autre chose, c'est-à-dire, par exemple, la multiplication des enseignes identitaires. Hein, c'est la baisse de la consommation de viande, hein, dans les populations d'Europe occidentale, hein, en particulier en France, hein, qui est beaucoup plus rapide que que dans d'autres sphères culturelles, hein, qui fait que, en gros, quand on vient du Maghreb, on mange beaucoup plus de viande que ceux qui ne viennent pas du Maghreb. Bon, c'est ça qui explique le développement des boucheries halal. Hein, bon. Mais dans l'espace public, on sent bien qu'il y a là quelque chose qui se marque, hein, et qui finit par susciter des rétractations, des frottements, et qui sont malheureusement instrumentalisés sur le plan politique par des gens qui ont, eux, une autre vision de la laïcité, qui est quand même l'organisation de la paix civile organisée par le droit, la laïcité, hein, et qui veulent, eux, instrumentaliser les craintes, les ressentiments, hein, pour des finalités qui sont très clairement des finalités d'exclusion. Et on pourrait dire que ça ne concerne que l'extrême droite, qui est malheureusement trop forte, mais ça ne concerne pas que l'extrême droite. Hein. La remise en cause du compromis de l'alternative au porc dans les cantines ne peut être vécue que comme une forme de stigmatisation vis-à-vis d'une catégorie particulière de la population. L'alternative au porc, qui est très ancien dans le monde scolaire. Enfin, je veux dire, des années 50, 60, on avait déjà l'alternative au porc en fonction des capacités ou pas. Moi, quand j'étais au lycée, un élève sur deux ne mangeait pas de porc. On avait soit de l'omelette, soit autre chose. Enfin, bon, mais c'était un compromis qu'on savait intimement de basse intensité, hein, au sens où la cache-route, c'est pas simplement l'alternative au porc. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein, je veux dire, voilà. Bon. Et donc, plutôt que de défendre intelligemment ce compromis qui est de dire l'alternative au porc, c'est pas le halal, hein, au sens où la viande serait nécessairement halal.
Hein, ce sont des formes de compromis. Au lieu de les défendre, de les expliquer historiquement, de voir comment tout ça s'est mis en place, de voir que la construction pratique de notre droit a toujours été la recherche d'un équilibre à partir de solutions réelles pour organiser cette paix civile, hein, ne pas rappeler ça de manière pratique, c'est organiser, c'est la manifestation explicite de la volonté d'affrontement. Hein. Et c'est pour ça qu'avec Régis, on a fait ce petit livre qui, justement, à partir des exemples, rappelle la manière dont historiquement ça s'est construit, comment juridiquement les choses se sont mises en place, et pourquoi, avec un peu de bon sens, on a choisi ce type de compromis. L'entrée cantine, elle explique ça, hein, que voilà, c'est un compromis de basse intensité qui satisfaisait tout le monde et qui a été fait, hein, pour à l'époque, en réalité, on peut le dire, pour maintenir aussi, dans un pays qui était le dernier pays d'Europe où une communauté juive existait. La France, je rappelle, est le pays d'Europe où la communauté juive va se redévelopper, hein, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un des rares pays où ça se fait. Et donc, si on voulait aussi avoir ce compromis de maintenir cette diversité, on faisait aussi des gestes. Hein. Et donc, la question était posée comme ça. Et donc, ne pas le réfléchir pour d'autres aujourd'hui, c'est vraiment organiser une volonté d'organiser l'affrontement. Donc, on est, je terminerai par là, dans une situation de crise réelle de la laïcité qu'on ne pourra pas simplement résoudre en rappelant, je crois, les principes philosophiques, mais en essayant de faire vivre de manière concrète dans les différentes institutions qui sont concernées, en particulier l'école, mais ailleurs, des solutions en les défendant à la fois sur le plan historique et sur le plan juridique, hein, et non pas dans le cadre d'un discours général où les affrontements sont infinis, enfin, où le rebond ping-pong, hein, est infini, presque dans une pratique rabbinique du pile-poule, si vous voulez. Voilà, j'en terminerai par là. Merci à vous.